Ça marche? Oui, Dimitris, tu n'es pas venu pour ça, hein. Tu es venu pour travailler avec la compagnie d'entraînement au Théâtre des Ateliers. Oui. Mais je ne peux pas te laisser partir, on est dans l'aéroport, sans te poser des petites questions sur l'Odyssée, qui est notre gros projet là, oui, de lecture. Là, bientôt, tu as raconté un peu. Oui. Et ben, je voudrais tout simplement te demander, c'est quoi pour toi l'Odyssée? Mais l'Odyssée, l'Iliade, Homère, tout ça, ce sont ce qu'on dit des textes fondamentaux, des textes qui constituent les fondements de notre civilisation. Mais je me demande si ce sont des fondements pour notre vie même, personnelle. C'est-à-dire, quel est le contact qu'on a avec ces textes-là, quel est le rapport qu'on a avec ces textes-là, et est-ce que ces rapports-là constituent quelque chose qui appartient à la vie courante de tous les jours, disons. Je crois que non. Enfin, ce sont des références plutôt littéraires, des références de culture, et que des références de vécu, si tu veux, de situations vécues, de quelque chose qu'on vit. Bien sûr, on est imprégné par tout ce que ces textes constituent. C'est-à-dire, on est imprégné par ce côté mythique, ces références des voyages, les noms, les cités, les combats, et on fait tous les jours, presque, parfois, très souvent, ou je sais pas, des discussions ou des rencontres, on fait des références à ces personnages-là, comme si ces personnages-là étaient vivants. Moi, ce qui me préoccupe surtout, et en ce qui concerne plus précisément pour l'Odyssée, c'est le thème principal, le sujet principal, le motif principal, si tu veux, littéraire ou en ce qui concerne surtout l'écriture du texte, le motif poétique, si tu veux, de cette histoire-là. Et ce motif-là, je trouve que c'est des motifs qui me préoccupent beaucoup. Enfin, c'est un motif c'est le motif du retour, du sol natal, de l'identité, de la relation qu'on a avec sa patrie, et avec tout ce que ça comporte comme référence, encore une fois, référence personnelle. Tout ce que j'écris a un point de départ, c'est la question de l'identité personnelle et nationale. Peut-être que plus que ça. Qui est-on? Qu'est-ce qu'on est? Alors, si l'Odyssée constitue une réflexion sur l'identité de quelqu'un, parce que il paraît que cette histoire des voyages, des tribulations d'Ulysse, sont tous les obstacles que quelqu'un rencontre pour arriver à soi-même. C'est-à-dire qu'Ithaque, c'est l'arrivée à la connaissance de soi. Moi, j'aborde ça de façon plus ou moins, si tu veux, hérétique. C'est-à-dire, j'inverse un petit peu ces rapports-là. Et je crois que ce qu'on appelle la nostalgie, c'est un élément plutôt négatif que positif. C'est-à-dire, c'est un élément qui nous met en rapport avec un objet qui, la plupart du temps, nous déçoit. La nostalgie, c'est la création de quelque chose d'idéal. Mais l'arrivée à cette chose-là, c'est la déconstruction et la destruction du côté idéal. C'est l'arrivée à une réalité. Et la réalité est toujours décevante. Je me rappelle de mon premier retour que je fais après une absence de plusieurs années en France, à Paris. Et c'était ça exactement. C'était une prise de conscience de quelque chose qui m'était révélé dans ses parties les plus négatives, les plus inattendues, dans le sens où il y avait une sorte la déchirure de ce voile-là qui découvrait derrière ça une réalité qui était le contraire de ce que la nostalgie avait organisé.
etc. Bon, voilà. Pour moi, c'est le contraire de l'Odyssée, ce que je pense, moi. C'est pas le retour, c'est le départ. D'accord. Le départ est continuel à la recherche d'une Ithaque. C'est-à-dire que l'Ithaque n'est pas préétabli d'avance. L'Ithaque est une découverte, et la découverte a cette caractéristique-là qu'elle est un combat continuel. C'est-à-dire finalement, on n'arrive jamais à l'Ithaque. L'Ithaque est si tu veux, un but, une vision, un désir d'arriver à quelque chose. Mais la véritable Ithaque, c'est quelque chose qui ne nous est jamais offert, parce que l'Ithaque est liée au mystère qu'on est nous-mêmes pour nous-mêmes. Et ce mystère-là n'est jamais résolu, n'est jamais mis sous lumière, n'est jamais offert dans sa luminosité. Ça reste toujours obscur. Et la pièce que tu as écrite, qui s'appelle Homériade, cette petite trilogie, oui, où il y a Ithaque Ulysse, et Homère. Homère et Ithaque. Et Ithaque, oui, bien sûr. Mais comme personnage. Comme personnage, parce que la patrie, là, si tu veux, le côté, ce qu'on appelle l'origine, c'est quelque chose qui est une personne aussi. C'est comme une mère, c'est comme une personne qu'on a jadis aimée, qu'on s'est éloigné d'elle, qu'on la désire, mais le retour n'est pas le même que le départ. C'est-à-dire, le départ était pénible, mais le retour est catastrophique. C'est la découverte, encore une fois, c'est une désillusion. La nostalgie est liée à l'illusion. Mais nous, on va faire cette lecture comme on va visiter un pays. Et le fait de tout lire, c'est comme si on voulait pas éviter un petit secret qui serait quelque part, caché dans une phrase. Est-ce que tu penses qu'il y a un petit secret dans l'Odyssée? Mais je crois que les grands textes ne sont grands parce qu'ils contiennent des secrets qui ne sont pas encore découverts. C'est-à-dire que chaque lecture de ce texte-là, c'est une nouvelle découverte de ce texte-là. Chaque approche, c'est une nouvelle révélation de ce que ce texte contient. Parce que ce qui fait la pérennité de ce texte-là, ce qui fait que ces textes-là ont dépassé les contraintes, si tu veux, ou les limites du temps, c'est celles qui contiennent des strates qui sont pleines de mystères, de secrets et de quelque chose qui ne se offre pas en tant que tel, dans sa totalité. Est-ce que tu penses comme moi que lire avec les yeux et lire avec la bouche n'est pas la même chose et que justement la lecture à haute voix peut approcher ces petits secrets? Mais tu sais, là, on est très proche de la façon dont ces textes ont été présentés au public. C'était des lectures publiques. Quelqu'un, le rhapsode, lisait ça devant une assemblée et c'était une approche, une connaissance auditive de ces textes-là qui faisait le contact, où se faisait le contact avec le public. Il n'y avait pas de lecture, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, ce n'était pas les yeux, c'était les oreilles. Chose qui continue, je crois, au Maroc, aux pays arabes, ou dans les places publiques, il y a quelqu'un, la plupart du temps, un Homère, un vieillard. Oui. Moi, je l'imagine aussi aveugle, qui dit un texte, qui le connaît par cœur, ou peut-être qu'il l'invente à ce moment-là. Il raconte des choses qui ne sont jamais écrites, ou jamais attendues avant. Bon, je crois que on le dit souvent que la poésie est d'abord quelque chose qu'on entend ou qu'on lise à haute voix. C'est le côté audible, c'est le bruit, c'est le son du texte, des voyelles, des consonnes, des mots qui passent d'une oreille, d'une bouche
T'as une autre. À une À une autre. oreille. À l'oreille des autres, oui, oui. Moi, je suis pour la lecture muette, plutôt. C'est quoi? C'est-à-dire être seul et lire sans bouger les lèvres, Avec les yeux. avec les yeux, oui. Et je suis plutôt quelqu'un qui a un rapport de vision avec les textes. J'aime beaucoup voir les pages, voir la suite des mots, la suite des livres, tourner les pages. J'aime beaucoup ça. Moi, je suis terrifié devant l'éventualité que le livre pourrait disparaître. C'est qu'il y aurait un déroulé. Parce que je n'ai aucun contact avec l'écran. L'écran de l'ordinateur, je veux dire. Ou l'écran de ce que ce sera ou de ce que c'est un livre numérique où on tourne la page avec le toucher. Bon, peut-être que c'est une question d'habitude. Mais j'aime beaucoup cette chose palpable où moi j'essaie toujours de détruire le texte, pour le rendre. Je plie les pages, je fais ça, je fais tout le temps, j'écris dessus. Est-ce que tu ne penses pas que c'est contemporain ça en fait? Parce qu'il y avait des rouleaux aussi. Il y avait des rouleaux, il y avait le papyrus. Comme il y a dans l'ordinateur, ça déroule. Et avant, il y avait la pierre. Oui. Je me demande comment on écrivait des poèmes épiques. C'est des textes qui étaient vraiment interminables sur ça. Est-ce que tu peux me parler de l'interminable, justement? Pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? Tu parles d'interminable, oui. Tous ces textes immenses. À quoi ça correspond, à ton avis? Tu me poses une question qui me concerne personnellement parce que moi aussi j'écris un texte interminable. Parce que les choses que je ne vous ai pas dites hier, je vous ai parlé de 10 livres. Mais il y a un autre livre qui est le livre, si vous voulez, d'introduction et qui demande à quelqu'un d'écrire 1000 livres. Mais écrire 1000 livres, ça dépasse les limites d'une vie. Alors, je me suis limité à 10 livres pour pouvoir, dans les limites du temps que j'ai à vivre, pour pouvoir arriver à la fin. Et c'est pas sûr, hein, parce que chaque livre de ces 1000 livres ou de ces 10 livres, c'est 1000 livres aussi. Alors, chaque livre est infini. Chaque livre est interminable. Est-ce que ça a à voir avec l'épopée? Oui. Mais l'épopée, c'est l'interminable, ça. C'est ça. Oui, oui. C'est les 10 années de la guerre de Troie ou les 10 années de la guerre du retour d'Ulysse. C'est les 10 livres que j'écris maintenant. D'accord. Alors, le temps, le numéro 10, c'est ou bien la guerre, ou bien le retour, ou bien l'Iliade, ou bien l'Odyssée, ou les deux en même temps. Parce que ce sont deux épopées qui sont très liées l'une avec l'autre. C'est-à-dire l'Odyssée ne peut pas exister sans l'Iliade, et l'Iliade ne peut pas exister sans l'Odyssée. Alors, ce sont deux visions où il y a un diptyque, si tu veux, un diptyque où tout est dit sur la destinée humaine. D'où que c'est un patrimoine de l'humanité. C'est le patrimoine de l'humanité et en même temps, c'est la fin aussi de l'humanité, parce que tout est dit. C'est la fin, ouais, d'accord. Je crois que c'est la fin. C'est-à-dire que nous sommes des survivants de l'Odyssée et de l'Iliade. Oui, mais tu ne crois pas que quand on écrit un livre, quand l'écrivain a terminé son livre, c'est fini, il y a quelque chose qui est fini, et c'est le lecteur qui commence autre chose en le lisant, non? Mais tu sais, pour moi, c'est le contraire qui arrive, parce que moi, je ne finis pas un livre. Je travaille sur l'infini. C'est-à-dire que je n'écris pas un roman, je le donne à mon éditeur et puis ce roman circule au marché. Je suis dans le processus de l'interminable parce que chacun des livres que j'écris fait partie de l'interminable. Est-ce compatible avec l'édition? Non, non, c'est pour ça que je n'ai pas d'éditeur maintenant. Et je ne suis pas sûr que je vais trouver un éditeur. Oui, parce que bien que j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec quelqu'un qui ne s'attend pas à une chose pareille. Il s'intéresse, mais il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit.
Et qu'est-ce que tu penses que ces lecteurs français vont trouver à cette lecture ininterrompue de l'Odyssée? Qu'est-ce qu'ils vont trouver, à ton avis? À part l'expérience d'une performance, qui va être quelque chose forcément de fort, lié à des mots et à des phrases, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ça va durer combien d'heures? 11 heures. 11 heures. Mais je pense que ce sera au plus un rapport avec un passé, pas avec un présent. Je crains. C'est-à-dire que ce sera quelque chose qui va leur faire plaisir, qui va les faire penser à quelque chose, à un patrimoine, comme tu as dit tout à l'heure. Mais je crois qu'ils vont oublier ça le lendemain. D'accord. C'est ce que je disais au début. Est-ce que ces textes-là font partie de notre vie courante ou pas? Parce que ça faisait partie de la vie courante. Oui. Il y a 3000 ans de ça. Mais non, ça non plus. C'est-à-dire, ce qui fait partie courante de notre vie courante, c'est l'ordinateur. C'est ça l'Odyssée aujourd'hui, et l'Iliade. C'est chaque matin, comme je le fais moi aussi, tu sais, on se lève et avant de se laver le visage, on va ouvrir et allumer l'ordinateur. Et on peut rester 10 heures là-bas en essayant, parce que l'ordinateur c'est quoi? C'est l'infini. C'est ça l'épopée. C'est l'infini, c'est l'interminable, c'est sans limite. On a toute l'humanité devant soi comme possibilité, comme éventualité, comme, comment dire, oui, comme une vision ou une attente du rapport, du contact. Mais vous savez très bien que ce qui intervient là et qui joue le rôle primordial, c'est la distance. On n'est jamais en contact. C'est pour ça que moi je suis tout le temps tactile. Je sais de dépasser l'écran de mon ordinateur et toucher. Bon, bah merci tout plein. Merci.